Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Essentiel Express. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle exploration de notre actualité. Bonjour à tous, c'est un immense plaisir d'être là. Alors, pour ce début du mois de mars 2026, on peut dire que l'actualité guinéenne elle est carrément bouillonnante. Si vous suivez un peu les dynamiques du pays, vous avez sans doute remarqué que les choses bougent à une vitesse incroyable. Ah ça oui, la cadence est assez vertigineuse en ce moment. C'est ça, on a vraiment l'impression d'assister en temps réel à une période de basculement. Les anciennes structures s'effacent et de nouveaux repères émergent. C'est une période profondément charnière, effectivement. Et c'est exactement le cadre de notre immersion d'aujourd'hui. Tout à fait. Notre mission pour cette discussion, c'est de prendre le temps de démêler un contraste qui définit la Guinée actuelle. Pour faire simple, on a d'un côté une économie en pleine effervescence, propulsée par des méga-projets colossaux. Et de l'autre, une refondation politique totale, avec des décisions radicales qui n'ont quasiment aucun précédent dans notre histoire contemporaine. Voilà. Le but, c'est de comprendre comment ces deux réalités cohabitent sur le terrain. Donc installez-vous confortablement, car on va aller sur plusieurs fronts aujourd'hui. On va parler gros sous, avec des investissements de plusieurs milliards de dollars, on va décrypter le séisme qui vient de redessiner notre paysage politique, et on abordera aussi l'environnement, la société et les médias. Sans oublier le sport, bien sûr. On a une excellente nouvelle concernant le Sili national pour clôturer tout ça. Mais pour commencer, plongeons directement dans l'économie. Allons-y. Quand on regarde les récents rapports de la Banque centrale pour le troisième trimestre 2025, on sent une dynamique très forte. L'industrie affiche un bond de 38,1% de son chiffre d'affaires. Le commerce est à plus 30,6%. Qu'est-ce qui explique cette accélération soudaine ? En fait, cette accélération ne sort pas de nulle part. En regardant de plus près, on voit qu'un moteur central est en train de tout transformer. C'est le programme Simandou 2040. Ah, Simandou ? On en entend beaucoup parler. Exactement. Il a d'ailleurs été récemment adopté par le CNT, le Conseil national de la transition, et pour bien saisir l'ampleur de ce qui se prépare, le ministre du Plan Ismaïl Nabé a donné des précisions révélatrices. On ne parle pas juste d'extraire du minerai de fer. C'est un écosystème global, c'est ça ? Absolument. Le gouvernement décrit 122 méga-projets interconnectés, accompagnés de 36 réformes institutionnelles. L'impact économique global projeté s'élève à, tenez-vous bien, 330 milliards de dollars. Attendez, 330 milliards de dollars, c'est astronomique quand on connaît la taille historique de notre économie. C'est un changement de dimension totale, oui. Mais concrètement, ces 122 méga-projets, est-ce que cet argent commence déjà à irriguer d'autres secteurs ou est-ce que ça reste confiné aux mines ? L'effet d'entraînement est déjà visible sur le terrain. C'est le principe même d'un projet structurant. L'industrie minière est toujours portée par la bauxite et l'or, bien sûr, mais les secteurs connexes réagissent fortement. Par exemple ? Eh bien, l'industrie agroalimentaire a vu son indice de production grimper de plus de 50%. Bah oui, quand même, parce qu'il faut nourrir toute cette nouvelle main-d'œuvre. Visionner les nouvelles zones d'activité, la production d'électricité de son côté affiche un bond de plus de 57%. Simandou agit comme une locomotive. Une locomotive qui tire tous les autres wagons, en fait. C'est la métaphore parfaite, oui. C'est très parlant. Et cette ambition, on la retrouve aussi dans la gestion des finances publiques. J'ai regardé le cadrage budgétaire pour 2026, présenté par la ministre Mariama Siré, et les prévisions sont assez agressives. Très agressive même. On attend des recettes publiques en hausse de 13,6% et des dépenses d'investissement qui grimpent de 28%. Mais le chiffre qui a vraiment retenu mon attention, c'est le déficit budgétaire. Et c'est peut-être le chiffre le plus crucial pour nos partenaires financiers. Le gouvernement vise une réduction du déficit à 3% du PIB, contre 4% précédemment. Et ce fameux seuil de 3%, ce n'est pas un hasard, n'est-ce pas ? Pas du tout. C'est la norme stricte dictée par les critères de convergence de la CEDEAO. Respecter cette limite, c'est envoyer un message de rigueur aux investisseurs internationaux. La Guinée veut montrer qu'elle gère cette manne financière avec une grande discipline. Et visiblement, ça paye sur le plan diplomatique continental. La Guinée ne veut plus être vue juste comme un sous-sol riche, mais comme un centre de décision. Tout à fait. On l'a vu avec le FEM 2026, le forum économique qui se tient entre Bokeh et Conakry. Mais la vraie consécration, c'est ce qui s'est passé au 39e sommet de l'Union africaine. Oui, une victoire diplomatique majeure. La Guinée a été choisie pour abriter le siège du CADM, le Centre africain du développement minier. C'est fort, ça ? Très fort. Ça signifie que les réflexions sur l'avenir des mines, sur tout le continent, se feront depuis Conakry. Mais
Et c'est notre rôle ici d'apporter de la nuance. Tout n'est pas qu'une ligne droite vers le sommet. Bien sûr, il y a des défis. Exactement. Le secteur de la construction subit des ralentissements marqués à cause des fortes pluies saisonnières, par exemple, ce qui freine la cadence des méga-projets. La nature dicte encore sa loi. Mais il y a un autre point dans le rapport de la Banque centrale qui m'a interpellé. Lequel? Le secteur bancaire affiche une croissance de 73,7% de son chiffre d'affaires. À première vue, on se dit génial, les banques financent nos entrepreneurs à tour de bras. Mais est-ce vraiment le cas? Ah, c'est une excellente question. Et la réponse est non. Ce chiffre masque une réalité bien plus complexe. C'est-à-dire? Ces 73,7% ne viennent pas de prêts aux PME guinéennes. Ils s'expliquent par une forte dépendance des banques aux titres souverains. Les banques commerciales achètent massivement des bons et obligations du Trésor public. Donc elles prêtent à l'État plutôt qu'au secteur privé. Exactement. L'État a besoin d'argent pour ses projets, et pour les banques, c'est un placement ultra sûr et très rentable. Le risque, c'est l'effet d'éviction. L'argent ne va pas vers les entrepreneurs locaux. Voilà, une précision indispensable. Si les banques font leur marge sur la dette de l'État, le secteur privé reste sur la touche. C'est tout le paradoxe de cette transition économique. Absolument. Et si l'économie avance à un rythme effréné, la sphère politique, elle, vient de subir une secousse, je dirais même un séisme monumental. Le mot n'est pas trop fort. Mais avant d'entrer dans les détails de ce bouleversement, je pense qu'il est crucial de faire une petite pause. Une mise au point pour notre public. Oui, c'est le moment idéal pour rappeler notre ligne de conduite. Dans Essentiel Express, notre démarche n'est absolument pas de prendre parti. Nous ne jugeons pas si les décisions politiques récentes sont bonnes ou mauvaises, nous adoptons une posture de neutralité stricte. Tout à fait. Nous n'endossons ni les opinions de la mouvance au pouvoir, ni celles de l'opposition. Notre seul rôle est d'examiner les documents officiels et de restituer les faits pour comprendre cette refondation. Merci de le souligner, c'est fondamental. Et avec cette impartialité, regardons le contraste entre les déclarations et les actes. D'un côté, le gouvernement prépare la 5e République. Le porte-parole, Ousmane Gawal Diallo, a insisté sur un dialogue constant. Et l'écoute pour une gouvernance apaisée. Lamentant dit en somme. Mais la réalité institutionnelle a pris une tournure radicalement différente le vendredi 6 mars. Tard dans la nuit, oui, un arrêté du MATD, le ministère de l'Administration du Territoire, a été publié. Et cet arrêté dissout purement et simplement 40 formations politiques. Pas des suspensions temporaires, des dissolutions. Officiellement, c'est justifié par le non-respect des dispositions légales sur le fonctionnement et le financement des partis. Mais ce qui rend ça historique, c'est le poids des partis visés. Oui, la liste donne le vertige. On parle des grands partis d'opposition comme l'UFDG et l'UFR, du RPG Arc-en-Ciel, l'ancien parti au pouvoir. Et même des formations patrimoniales. Le PUP de l'ère du général Lansana Conté et le PDG-RDA, le parti de l'indépendance de 1958. Tous rayés de la carte légale. C'est effarant. Imaginez pour le citoyen lambda se réveiller et voir que toutes les structures qui animaient le débat public depuis des décennies n'existent plus légalement. C'est un effacement complet du paysage politique traditionnel. Et le timing est très révélateur. Oui, ça arrive juste après le retour à Conakry du président Mamadi Doumbouya après plusieurs semaines d'absence. Exactement. Et en parallèle, la machine judiciaire continue de tourner à plein régime avec la CRIEF. La Cour de répression des infractions économiques et financières. On a notamment le cas de l'ancien Premier ministre Kassori Fofana. Oui, il a obtenu une liberté provisoire, mais avec des conditions extrêmement strictes. Il a même l'interdiction de rentrer à son propre domicile. Quand on met bout à bout l'action de la CRIEF et cette dissolution massive par le MATID, quelle lecture globale peut-on en faire? On a l'impression d'un démantèlement très méthodique. L'analyse factuelle montre une approche chirurgicale et sans compromis du pouvoir. La refondation cherche à créer un nouveau pacte en faisant littéralement table rase du passé. Ils détruisent les anciennes fondations pour niveler le terrain avant la 5e République. C'est le pari monumental qui est fait aujourd'hui. La grande interrogation, c'est par quoi ce vide va être comblé. Et avec qui le dialogue constant pourra s'organiser maintenant. Un véritable défi d'ingénierie politique, oui. Et pendant que ces séismes secouent le sommet de l'État, la société guinéenne continue de s'adapter au quotidien. La vie suit son cours avec ses ajustements. Exactement. Par exemple, la fête des femmes du 8 mars a été officiellement reportée au 15 avril par la ministre Patricia Lama, et on a de nouveaux visages à la tête d'institutions clés. Oui, on a vu la nomination de Koli Koné comme directeur général adjoint de la SONAPI. La société chargée de l'aménagement immobilier. C'est ça. Et un renouvellement complet de l'équipe dirigeante du port autonome de Conakry par décret, ce qui est majeur pour le poumon économique du pays.
Ces actes montrent que l'administration fonctionne. Mais la réalité du terrain nous rappelle parfois à l'ordre de manière brutale, notamment sur l'environnement. Absolument. Et ça fait le lien avec notre point sur l'industrie minière tout à l'heure. Oui, on a eu un incident très sérieux. Un déraillement d'un train de la Rusal à Duletka vers 5 heures du matin. Ça a provoqué une fuite de soude caustique. C'est une véritable alerte rouge. L'enjeu avec ces méga-projets, ce n'est pas juste d'extraire vite, mais de le faire sans sacrifier la sécurité environnementale des populations locales. Le développement, oui, mais pas au prix de nos terres. Sur le plan sécuritaire, on a aussi noté des tensions à la frontière avec le Libéria, dans le comté de Lofa. Effectivement, il y a eu des frictions impliquant civils et forces de défense. Mais heureusement, la diplomatie a été rapide. Une rencontre de pacification a eu lieu à Sorlomba pour désamorcer tout ça. D'ailleurs, en cherchant des informations précises sur ce déraillement et ces tensions frontalières, je me faisais une réflexion. Je vous écoute. Il est devenu incroyablement difficile de trouver une information mesurée et fiable aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux. Ça nous amène à un vrai débat de fond sur le rôle de la presse. C'est une excellente transition. Il y a eu une tribune très remarquée récemment sur l'éthique du journalisme en prenant le cas d'un journaliste étranger, Thomas Dietrich. Toujours avec notre posture neutre, quels sont les arguments de cette tribune ? L'auteur fait une distinction claire entre le journalisme d'investigation et la posture de, je cite, la croisade. Il critique une couverture médiatique qui divise systématiquement le monde en deux camps. Les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. Voilà. Les régimes oppresseurs face aux journalistes qui se positionnent en sauveurs héroïques. C'est vrai qu'on voit ça tout le temps. L'information devient presque un scénario où le journaliste se met en scène lui-même. C'est le cœur de la critique. Dans ce journalisme militant, l'investigation passe au second plan. On privilégie l'indignation et on sacrifie la distance critique. On remplace la complexité par la polarisation. Et il faut avouer qu'à l'heure du numérique, c'est une méthode qui fait recette. C'est ce qu'on appelle l'économie de la radicalité. Les algorithmes récompensent l'excès. Plus c'est clivant, plus ça génère des partages et des clics. C'est très rentable pour la visibilité, mais le danger, comme le souligne la tribune, c'est que le journaliste perd sa position d'arbitre indépendant. Absolument. Mener une croisade, ça demande de s'aligner idéologiquement, alors que mener une enquête, ça exige du détachement. Sur le long terme, ça détruit la confiance du public. C'est un rappel essentiel pour nous tous qui consommons l'actualité sur nos téléphones. Il faut garder notre esprit critique face à ceux qui cherchent l'émotion plutôt que les faits. C'est un exercice quotidien. Bon, après ces analyses assez denses sur l'économie, la politique et les médias, je propose qu'on termine sur une note beaucoup plus fédératrice. Un sujet qui donne le sourire à tout le monde. Le football. Bien deviné. Le Ciné National reste notre plus grand unificateur. L'équipe prépare un tournoi au Maroc pour cette fin mars. Oui, avec des matchs contre le Togo le 27 et le Bénin le 31. Et ce rassemblement s'annonce très bien. Sori Doumbouya, le président de la fédération, et le sélectionneur Paulo Duarte ont vraiment travaillé dans l'ombre. Ils ont réussi un beau coup diplomatique sportif, le retour officiel d'Ilex Moriba. Enfin, il était absent de la sélection depuis un bon moment pour des raisons personnelles. Son talent manquait cruellement au milieu de terrain. Son retour depuis le Celta Vigo est une vraie bouffée d'oxygène. Ça apporte tellement de créativité. Et avec cette dynamique, tout le monde croise les doigts pour la prochaine étape. Le retour du capitaine Naby Keïta, j'imagine. Exactement. C'est là qu'on voit la force du sport. Malgré l'inflation ou les dissolutions politiques, quand le ballon roule, c'est toute la nation qui vibre d'une seule voix. C'est le pouvoir du sport, oui. Et on en a bien besoin en ce moment. Pour résumer un peu notre exploration d'aujourd'hui, je dirais que la Guinée marche sur une ligne de crête fascinante. Un vrai numéro d'équilibriste. D'un côté, l'ambition économique colossale de Simandou 2040. De l'autre, une redéfinition institutionnelle radicale qui efface l'ancien échiquier politique. Et au milieu, notre société civile qui s'adapte, qui reste vigilante sur son environnement et sur l'information qu'elle consomme. C'est une excellente synthèse. Et c'est cette image d'équilibriste qui m'amène à une réflexion finale pour ceux qui nous écoutent. Si les milliards de l'exploitation minière tirent notre économie vers l'avant à une vitesse fulgurante, comment s'assurer que notre tissu social et politique arrive à suivre sans se déchirer ? C'est la grande question. La véritable refondation d'une nation au bout du compte ne se joue-t-elle pas autant dans l'évolution patiente de nos mentalités que dans les décrets institutionnels, aussi radicaux soient-ils ? Voilà une matière à réflexion très stimulante pour conclure.
Je vous laisse méditer là-dessus. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier chaleureusement d'avoir pris le temps de plonger dans cette analyse avec nous aujourd'hui. Votre écoute est la raison d'être d'Essentiel Express. Merci infiniment à toutes et à tous. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes habituelles et à partager cette discussion autour de vous. Poursuivez le débat de votre côté, avec esprit critique. Gardez l'œil ouvert et portez-vous bien. À très bientôt dans Essentiel Express.